Conscient et subconscient, main dans la main pour manifester. Voici le sujet de notre nouvelle capsule. Bienvenue sur la chaîne de la résilience. En discutant récemment avec un ami au sujet de l'ensemencement du subconscient, c'est-à-dire des programmations, des conditionnements, des croyances et de leurs origines, je me suis aperçu, et pourtant Dieu sait que cet ami-là en question est très avancé sur toutes ces questions-là, eh bien je me suis aperçu que c'était pas si évident que ça, c'était pas si intégré que ça quant au rôle du subconscient dans nos vies. Pour ma part, c'est intégré depuis longtemps, puisque ça fait longtemps que je chemine sur ces questions-là. Mais je me suis rendu à l'évidence que lorsque l'on engageait une discussion sur ces sujets précisément, on ne se comprenait pas forcément, on ne parlait pas exactement le même langage. Enfin, disons qu'on n'arrive pas à bien se comprendre. Parler de l'ego ou du petit moi est quelque chose relativement bien intégré, en tout cas relativement facile à expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est facile à expliquer parce que les réactions égotiques, on peut les observer directement à partir de soi ou autour de soi, et c'est très tangible, c'est très visible. Mais parler du subconscient et de son rôle, visiblement, on n'a pas tous les mêmes compréhensions, la même mesure du rôle du subconscient dans nos vies et dans tout ce qui crée notre décor, notre réalité, nos conditions de vie, notre tissu et réseau relationnel, etc. Aussi, comme il est important pour moi de bien communiquer, de communiquer avec clarté et de pouvoir rentrer dans une interaction constructive, d'avoir une vraie communication, et bien comme pour l'ego, j'ai pensé à schématiser de façon simple et claire ce qu'était le subconscient, son rôle, sa fonction, son langage, en synthétisant toutes les images et les divers langages qui sont employés pour parler du subconscient. Non pas à la façon d'un psychologue, parce que je ne suis pas psychologue, mais au contraire, je veux être clair et simple pour être accessible en fait. Comme je le disais, l'ego il est facile à comprendre, c'est notre part animale, notre part instinctive de survie. Et ça fonctionne concrètement par des comportements de survie, qui sont des comportements de victime, de bourreau ou de sauveur. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair pour avoir cette compréhension de ce qu'est l'ego, le petit moi, notre personnalité, notre identité superficielle. Maintenant, pour parler du subconscient, de façon la plus claire possible, eh bien je parle du jardin d'Éden. Et c'est pour ça que je vais utiliser beaucoup de métaphores sur le jardinage, parce que c'est ce qui me semble le plus parlant, le plus explicite, et surtout le plus fonctionnel pour avoir justement un impact, créer un pont entre notre conscient et notre subconscient. Par le passé, ou dans diverses cultures, conscient et subconscient, on va parler de yin et yang, et j'y reviendrai. On va aussi parler de la boîte de Pandore, si l'on se réfère à la philosophie grecque. Si l'on ne veut pas justement employer de métaphores, on peut parler de la partie invisible de notre être. Une pensée est invisible, mais pourtant elle existe. Et elle commence à prendre corps lorsqu'on la verbalise. Idem pour une intuition. Une intuition est invisible. Et pourtant elle a bel et bien un impact jusque dans notre corps physique, lorsqu'elle survient. Donc tout ce qui a trait au monde physique, au monde de la matière, au monde du visible, fait partie de notre conscient, alors que tout ce qui a trait au monde invisible, comme les pensées, les rêves, les intuitions, les souvenirs, les états d'être, les émotions, les croyances, eh bien font partie du subconscient. Je reviens à une image, nous pourrions nous comparer à un iceberg. Toute notre partie consciente étant la partie émergée, et la partie subconsciente, la partie souterraine, immergée. Donc beaucoup plus vaste et beaucoup plus puissante que le conscient, mais aussi complètement invisible depuis la surface. Alors admettre que l'on est composé d'une partie visible, consciente, et d'une partie invisible, inconsciente, c'est facile à intégrer, c'est facile à comprendre. Maintenant, comprendre et admettre, intégrer que c'est notre partie invisible qui nous mène, et non notre partie consciente, volontaire et visible, là c'est autre chose. L'ego, en général, notre petit moi n'est pas du tout d'accord avec cette idée. Or, il faut bien un jour se rendre à l'évidence que c'est pas parce que l'on veut, on désire, on fait tout pour, que les choses arrivent exactement comme prévu, comme calculé, comme projeté ou anticipé. Personne sur cette terre ne peut dire qu'il a vécu tout ce qu'il voulait, ou qu'il n'a pas vécu ce qu'il ne voulait pas, par le fait de sa propre et unique volonté. On se fait tous surprendre par des réactions ou des situations dans lesquelles on se dit « c'était plus fort que moi », ou « j'ai pas compris ce qui s'est passé », ou bien encore « j'ai perdu le contrôle », voire même « j'ai tout fait bien et pourtant je n'ai pas réussi ». La vérité est que personne, absolument personne, ne peut réussir ou parvenir à ses objectifs s'il ne s'allie pas avec son subjectif, c'est-à-dire son subconscient. Conscient et subconscient, c'est un duo. On pourrait aussi appeler ça un couple sacré.
un yin et yang en parfait équilibre et en communication dynamique. La partie yang étant la partie émergée, masculine, concrète, matérielle, positive donc volontaire, alors que la partie yin est la partie invisible, passive, négative dans le sens de la polarité contraire et complémentaire, la partie féminine en réalité, celle des idées, des intuitions, de la créativité, de l'imagination. Yin et yang, lumière et obscurité, visible et invisible, féminin-masculin sont indissociables. Indissociables parce que nous vivons dans un monde de polarité. De façon très concrète, un immeuble qui tient debout ne pourrait jamais exister dans la matière s'il n'avait préexisté auparavant dans l'imagination et la création de quelqu'un. Une idée, même la plus génialissime du monde, resterait à l'état de potentiel, à l'état d'idée, si personne ne mettait les moyens matériels concrets en œuvre, bien pour la faire émerger sous une certaine forme. Toujours mon exemple de bâtiment, l'idée première étant comment faire pour mettre à l'abri et loger un certain nombre de personnes dans un espace limité. Voilà l'idée. Maintenant, le bâtiment avec divers étages, divers appartements, eh bien, c'est la forme matérielle et concrète. En somme, le conscient, c'est le monde des formes, de la manifestation, alors que le subconscient, c'est le monde des idées, des intuitions, des pensées, des potentialités, et il ne peut y avoir aucune création possible sans l'intervention et la collaboration des deux. Toutes ces polarités contraires existent à l'extérieur, mâle-femelle, jour et nuit, etc., etc., mais elles existent aussi à l'intérieur de nous-mêmes, individuellement. Là, c'est conscient et inconscient, ou conscient et subconscient, sans rentrer dans trop de détails. Et entre parenthèses, c'est la preuve que l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Bien maintenant, deuxième problématique, pourquoi le subconscient est-il si puissant par rapport à notre conscient ? Ou posé autrement, pourquoi notre seul désir et notre seule volonté ne suffisent pas à matérialiser ? Et surtout, pourquoi, même sans aucune volonté, sans aucun désir formulé, nous sommes quand même en train de manifester, de matérialiser constamment ? Histoire de fréquence et de polarité ? Oui, ok, d'accord. Eh bien, ça veut dire quoi ? Parce que fréquence et polarité, c'est de l'ordre de l'invisible. Donc, c'est bien notre subconscient qui constamment nous submerge, j'ai envie de dire, d'informations, de pensées, d'idées, d'opportunités, de mise en situation, de toute l'abondance de ses fruits, tout simplement. Et voilà donc l'image la plus parlante. C'est comme si notre subconscient était un jardin qui aurait été ensemencé à notre insu, en faisant complètement fi de nos choix et de notre libre arbitre, mais qui, comme c'est un jardin, eh bien, nous livre en permanence ses fruits. Et ça tombe bien de voir les choses ainsi parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Si nous n'avions pas d'ego entre nos 0 et nos 7 ans, en revanche, nous avions un subconscient qui fonctionnait parfaitement, une terre vierge et absolument fertile. Cette terre aura été ensemencée par les mémoires épigénétiques, par les croyances et les peurs de nos ancêtres, de nos parents d'abord, ainsi que par nos expériences traumatiques, puisqu'entre 0 et 7 ans, nous n'avons pas d'ego pour nous défendre. Et mieux encore que tout cela, eh bien, entre 0 et 7 ans, nous vibrons sur des fréquences majoritairement θ, donc des fréquences comparables à celles que nous émettons sous état d'hypnose. Nous sommes donc intégralement programmés, dès le départ, avant même que nous ne soyons capables d'avoir une pensée sélective et critique de ce qui plus tard pourra forger notre destinée entière. Enfin, c'est ce qu'il arrivera si l'on ne prend pas la peine de faire un peu le tri dans cette boîte de Pandore, ou dans ce jardin de bric-à-brac. Ainsi, déprogrammer et reprogrammer notre subconscient, pas dans ce qu'il a de meilleur, dans ce qu'il a de meilleur on le garde, mais dans ce qu'il y a de dysfonctionnel, de manifestement contraire à nos aspirations profondes, bien là on a plus qu'intérêt à intervenir. Et quand on veut pratiquer cet art de la manifestation consciente, avec un succès garanti, on est alors obligé d'intervenir pour annuler toutes les programmations contraires à ce que l'on veut consciemment manifester. Et là, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Imaginez par exemple que vous ayez été une personne pauvre toute votre vie. Vous savez dorénavant qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, mais de la simple résultante d'une de vos programmations, et qu'il est possible d'arranger les choses, d'inverser la situation. La pratique de la manifestation consciente vous offre cette opportunité. En effet, de nombreux témoignages le confirment. Il en va de même pour tous les autres domaines de notre vie, qu'il s'agisse de la santé comme du relationnel. Vous pouvez, si vous m'écoutez, tout à fait être ce genre de personne
qui a fait le constat depuis un certain temps qu'il n'y a jamais eu sur votre route autre que des personnes compliquées, toxiques, négatives. Et oui, ça aussi, en effet, c'est un problème. En tous les cas, ça le devient lorsque l'on fait le choix, conscient, volontaire, de rencontrer des gens agréables, sympathiques, constructifs, intelligents, positifs, enrichissants. Ben voilà, le truc c'est que par défaut, c'est-à-dire si on ne fait pas de choix quant à ce qu'on veut et ce dont on ne veut pas, ou dont on ne veut plus, c'est le programme initial inscrit dans notre subconscient qui crée notre réalité et qui crée aussi notre identité. Nous sommes programmés dès la naissance pour devenir un certain personnage évoluant dans un milieu socio-culturel défini. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le choix d'accepter ou non cet état de fait. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on peut se créer une vie parfaitement sur mesure, avec une identité qui nous correspond totalement. Maintenant, pour obtenir tous ces changements désirés, j'ai envie de dire, il va falloir devenir un bon jardinier. Reprendre tout ce qui a été mal fait entre vos 0 et vos 7 ans, tout ce qui a été mal programmé, vous débarrasser des peurs qui ne vous appartiennent pas, traverser celles qui sont nées de vos mauvaises expériences, et bien sûr, guérir de vos traumatismes. Ça ressemble au chantier d'une vie et ça l'est. Ceci dit, rassurez-vous, tout est possible, et il n'y a pas d'âge pour commencer. Avec de la volonté, de la méthode et de la persévérance, on peut déplacer des montagnes. D'ailleurs, si vous avez écouté ce podcast jusque-là, c'est que vous êtes déjà courageux et largement persévérant. Mais sans doute aussi curieux, perplexe, d'entendre ces choses-là être abordées avec un discours, un langage un petit peu différent de ceux dont on a l'habitude, dans les podcasts ou les vidéos sur la manifestation. Maintenant, mon point de vue sur la manifestation, par expérience, il est que, en respectant le rôle et la fonction de chaque composante dont nous sommes faits, bien nous gagnons du temps et de la fluidité dans tout ce que nous entreprenons. Et le temps est ce que nous avons de plus précieux dans notre vie, puisqu'il nous est compté. Donc maintenant, abordons le rôle de notre part consciente, ainsi que le rôle de notre part inconsciente, afin de pratiquer au mieux ce merveilleux art de la manifestation consciente. Bien, alors, puisque notre conscient est notre part yang, notre part masculine, que l'on soit homme ou femme, ça change rien, de façon parfaitement naturelle, son rôle est d'ensemencer. D'ensemencer notre part féminine, c'est-à-dire notre subconscient. C'est son rôle principal. C'est sa seule action efficace pour obtenir des fruits. Sachant que pour cela, il dispose de graines qui sont des désirs, des croyances et des programmes. Là où ça va se compliquer un petit peu pour lui, pour notre part consciente, notre aspect masculin, eh bien c'est aussi un peu comme dans la nature. Il faut que le féminin soit prêt et d'accord, sinon ça marche pas. De l'autre côté, nous avons donc notre part féminine, notre part yin, notre subconscient qui fonctionne comme une terre fertile. Mais une terre fertile sous condition. Parce que le langage du subconscient n'est pas le même que le langage du conscient. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, il me semble, le seul langage du subconscient est celui de l'émotion, du sentiment, de la sensation. Le subconscient ne fait pas de différence entre bien et mal, entre bon et mauvais. Il est incapable de jugement, incapable de discernement. Ce n'est tout simplement pas son rôle. Son rôle est éminemment féminin. Il est celui d'accueillir, de permettre le développement de ce qu'il a accueilli et de donner naissance aux fruits. C'est le subconscient qui est maître de l'instant et maître du temps. Il est maître de l'instant lorsqu'il envoie des signaux, des signes, tels que des intuitions, des rêves, des synchronies. Et il est maître du temps lorsqu'il nous livre ses manifestations, ses fruits, que ceux-ci soient délicieux ou venimeux d'ailleurs. Il les délivre parce que c'est le moment et parce qu'il sait que le conscient peut les réceptionner. Il est apte à en faire quelque chose. Notre subconscient, notre part féminine, est, comme on l'a vu précédemment, vulnérable et fragile, car très influençable lorsque le conscient n'est pas suffisamment affirmé pour le protéger. Tant que notre part consciente n'est pas construite et fonctionnelle, notre part subconsciente peut être influencée et donc ensemencée par n'importe quel facteur extérieur, pourvu qu'une porte de l'un de nos sens soit ouverte et qu'une émotion y soit associée. Et encore une fois, dans le sens positif comme dans le sens négatif. Les manipulateurs le savent très bien. Ils ont intégré cette technique pour aboutir à leurs objectifs,
Prenons par exemple l'arnaque au billet, afin d'imager ce propos. Imaginez que vous êtes un petit commerçant derrière son comptoir et un client, un arnaqueur que vous n'avez pas repéré forcément, entre dans votre boutique. Il vous achète un truc pas cher, vous tend ou dépose sur le comptoir un gros billet, de telle façon que vous n'ayez même pas le temps ni le réflexe de le prendre dans vos mains. Et quand vous êtes à la caisse, en train d'enregistrer la vente, eh bien cet arnaqueur capte toute votre attention, par exemple par le regard. Il vous regarde droit dans les yeux et disons il commence à vous faire des compliments. C'est-à-dire qu'en fait il essaye de faire baisser votre garde, de vous détourner de ce que vous êtes en train de faire et là où vous êtes concentré. Et bien sûr, pendant qu'il vous tient ce discours, il ne cesse de capter votre regard. Lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Vous, non. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe. La seule chose que vous avez enregistrée consciemment, c'est qu'il vous a tendu un très gros billet pour payer une toute petite somme. Et machinalement, vous êtes en train de compter la monnaie pour lui rendre. Sauf que lui, entre-temps, il aura caché son billet dans sa poche. Il va donc continuer son petit discours jusqu'à ce que vous lui rendiez directement dans la main sa monnaie et refermer le tiroir caisse. Et là, vous vous êtes fait arnaquer. Et lorsque vous vous en serez aperçu, eh bien, lui, il sera parti depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous exactement dans cette scène pour que vous en soyez arrivé à déconnecter complètement de votre action consciente? Bien, c'est simple. L'arnaqueur a ouvert la porte d'un de vos sens, c'est-à-dire là, en l'occurrence, la vue. Donc, au lieu de regarder votre billet, votre argent et votre monnaie, vous le regardez, lui, dans les yeux. Et en même temps, il aura induit chez vous une sensation, un sentiment agréable. Parce qu'en général, 99% du temps, lorsqu'on vous fait un compliment, vous prenez ça de façon agréable. Annulant de fait toute votre vigilance, votre concentration, votre analyse mentale en fait, votre sens critique, la protection de votre subconscient par le mental, ou encore la protection du féminin par le masculin. Ça n'est ni plus ni moins qu'une hypnose flash. Alors cet arnaqueur-là, s'il se fait choper, il sera puni, mais les publicitaires ou les chargés de communication qui font ça à longueur de journée, bien ils ont pignon sur rue. Observez par vous-même comment est construite une publicité. L'objectif d'une publicité, c'est évidemment de vous vendre quelque chose, mais surtout de vous faire croire que vous avez besoin de cette chose, ou encore que cette chose est la solution à votre problème, quitte même à créer le problème de toute pièce. Prenons un exemple gentillet. Nous sommes en été, il fait très chaud, donc se rafraîchir est le problème de la majorité des gens. Et les glaciers de s'engouffrer dedans. Avez-vous spécialement besoin de déglinguer une boîte de 18 glaces marque machin chose pour vous rafraîchir en cette période? Pas vraiment. Manger une glace au camion de glace ou en acheter une sur la plage, c'est une proposition. Une proposition parmi d'autres. Vous pouvez aller vous baigner, vous pouvez aller vous mettre dans une pièce climatisée, etc., etc. Il existe plein d'autres façons de se rafraîchir agréablement pendant une petite période de canicule, n'est-ce pas? Mais les glaciers, entre autres, veulent capter votre attention, et toute votre attention. Et comme en plus il s'agit d'un marché très concurrentiel, alors ils vont tous redoubler d'efforts bien pour se placer sur le podium numéro 1 de la vente de glace. Et au travers de leur publicité, ils vont vous bombarder littéralement de sensations agréables. À coups d'ASMR, à coups de gros plans appétissants, à coups d'images sexy, à coups de musique à la mode, et s'ils le pouvaient, mais c'est interdit officiellement, à coups de messages subliminaux et de sons binauraux. Ne croyez pas qu'ils n'ont pas tenté de le faire, ils ont tenté de le faire. Mais ce sont des techniques que les gouvernements se gardent. Je dis ça, je dis rien. Hitler d'ailleurs a été l'un des premiers à utiliser ces techniques-là, durant ses discours de propagande. Quoi qu'il en soit, le but de la manœuvre, c'est d'annuler votre mental et votre sens critique, d'ancrer en vous profondément un besoin comme vital, mais qui n'existe pas, et de vous faire croire que vous êtes pleinement décisionnaire de vos choix et de vos actes. Ils vous laissent croire, vous font croire que vous avez le pouvoir d'achat en l'occurrence dans cet exemple. Bah évidemment, dans mon exemple, ils vont pas vous expliquer comment on fait un sorbet ou comment on fait une glace maison avec 100% de produits naturels et de qualité, c'est évident. Et puis après coup, si vous vous plaignez qu'il y a trop de chimie, trop de sucre, trop de trucs, trop de machins, bien qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Vous étiez pas obligé d'acheter, tout simplement. C'est comme cette histoire de fléchette à une autre échelle. On vous a pas obligé à vous vacciner, on vous a mis le couteau sous la gorge. En résumé de tout cela, le mental a non seulement un rôle primordial d'ensemenceur, mais a aussi le rôle de protecteur du subconscient. Si vous êtes doté d'un mental solide et équilibré, à sa place et à sa fonction, et en tous les cas mature, vous resterez et vous demeurerez le seul ensemenceur de votre subconscient. Mais si ce n'est pas le cas, votre subconscient sera ensemencé par des influences extérieures, vous faisant faire, penser, croire
des choses que vous n'auriez jamais choisies, jamais validées, jamais acceptées. Alors maintenant, revenons à notre sujet sur la thématique de la manifestation consciente. Si vous voulez manifester vos désirs personnels et pas ceux des autres, eh bien consciemment, devenez l'ensemenceur et le protecteur de votre subconscient et subconsciemment, acceptez, accueillez, donnez, offrez, cultivez, partagez vos fruits et devenez ce jardin d'Éden, ce jardin d'abondance. Bien, alors 2 choses maintenant avant de terminer ce podcast, intitulé Conscient et subconscient main dans la main pour manifester. La première chose, c'est que toutes les techniques pour atteindre votre subconscient sont connues et éprouvées, et que donc vous pouvez les utiliser pour vous-même et par vous-même, pour votre bénéfice, à condition bien sûr d'avoir les épaules pour être responsable pleinement de vos créations, de vos manifestations. Et deuxième chose, ne gardez jamais rancune à ceux qui vous ont mal programmé, à ceux qui vous ont influencé par appât du gain, par confort personnel égotique. Mais au contraire, pardonnez-les et remerciez-les, même s'ils vous ont fait connaître la souffrance, la douleur. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ou s'ils le savaient, ils étaient incapables d'en mesurer les conséquences, ni pour vous, et surtout ni pour eux-mêmes. Vous avez peut-être appris les choses de la vie par la négative, surtout si vous avez eu dans votre petite enfance des référents adultes malsains ou toxiques, et c'est pour cette raison que cela aura pu perdurer tout au long de votre vie, jusqu'à aujourd'hui. Mais tous ces acteurs maléfiques auront eu au moins le mérite d'une chose, c'est d'aller taper dans vos failles et vos fragilités pour vous aider à en prendre conscience, et je dirais à faire le travail nécessaire pour rectifier le tir. Et puis le fait de pardonner, non pas d'excuser mais de pardonner, et de remercier, bien c'est le chemin direct pour vous sentir libre et en paix. C'est-à-dire faire un reset de tout ce qu'il y a de dysfonctionnel dans votre subconscient. L'ouverture énergétique de votre cœur, au moment où votre pardon ou votre gratitude sont sincères, et en particulier vis-à-vis des personnes qui vous ont blessé ou malmené, va automatiquement et instantanément brûler toutes vos mémoires négatives, toutes les plantes toxiques qui continuaient jusqu'alors d'être actives dans votre jardin d'Éden. Je sais ô combien que le chemin du pardon, de la pacification, est un chemin difficile. Et je le répète. Mais je sais aussi qu'il peut nous éviter des années et des années de thérapies parfois aléatoires et coûteuses. Et je ne dis pas que les thérapies ne sont pas nécessaires, parfois. Elles le sont bien sûr lorsque les traumatismes sont trop importants. Mais néanmoins, leur objectif reste exactement le même. C'est de vous pacifier intérieurement. Pas de changer les autres, pas de changer ceux qui vous ont fait du mal, mais de vous permettre à vous de changer et d'évoluer. Et de toute évidence, pour pratiquer l'art de la manifestation consciente, il vous faut atteindre ce point de calme, de paix et de sérénité à l'intérieur de vous. Sinon, ça ne fonctionnera pas non plus. Ça vous fera tout simplement échouer à la dernière étape qui est l'étape du lâcher-prise. Bon allez, je m'arrête là pour ce podcast. Je pense que le prochain abordera les questions purement techniques, purement pratiques. Toujours sur notre thématique de la manifestation consciente. Alors, rendez-vous prochaine vidéo. Ou pas, c'est à vous de voir.